Bienvenue dans ce premier épisode de Café Dirigeant avec Louis Chiquet, Master Coach en holacratie, fondateur de Nova Consul, autrefois l'Institut IGI, Institut de recherche, centre de formation, importateur de l'holacratie en francophonie et créateur du management constitutionnel. Dans cette série qui s'adresse aux dirigeants, aux managers, aux leaders d'organisation, on aborde les questions autour de la gestion du pouvoir, le management, le leadership. Et aujourd'hui, c'est un thème, Louis, qui fait suite à une tribune qui avait été publiée dans Forbes, Management constitutionnel, genèse d'une définition. On va voir dans un instant en quoi c'est important. Est-ce que tu veux partager un mot, Louis, pour démarrer? Comment vas-tu? Oui, bah, en très grande forme, très heureux de faire cet événement avec vous. C'est un sujet qui me passionne, donc un peu impatient de pouvoir partager des choses là-dessus avec toi, Gaël. Top. Avant de démarrer, pour ceux qui êtes sur LinkedIn, qui nous écoutez en live ou sur YouTube, sachez que l'espace de chat et de questions-réponses est ouvert, donc n'hésitez pas à poser vos questions en direct. Je m'en servirai pendant l'interview pour enrichir la discussion avec lui. Je lui poserai vos questions, donc franchement, n'hésitez pas, c'est l'intérêt d'être en live. Ceci étant posé, on va pouvoir démarrer. Du coup, pourquoi une constitution d'entreprise? À quoi ça sert? C'est clairement une innovation majeure en termes de gestion et de la manière de gérer le pouvoir quand on a compris à quoi ça sert. C'est au cœur de l'holacratie, ça a été amélioré et enrichi avec le management constitutionnel. Du coup, première question toute simple, Louis, quel est le sens d'une constitution d'entreprise? À quoi ça sert? Est-ce que tu peux nous pitcher le concept? Oui, là-dessus, en fait, de manière assez simple, vraiment pour utiliser une métaphore qui, au final, est assez véridique, c'est comme si on passait d'un pouvoir absolu à un pouvoir constitutionnel. Donc vraiment d'une monarchie absolue, où généralement c'était la tradition orale qui primait, à un pouvoir constitutionnel, où maintenant on rend explicite les différentes autorités, les différents droits et devoirs de tout à chacun. Ce qui fait que c'est un shift assez majeur, même en termes de modèles mentaux, dans la façon dont ça peut se refléter au niveau des opérations. Donc comme ça, on pourrait se dire d'un point de vue théorique, bon, c'est assez simple à mettre en place, notamment au niveau d'une organisation. Sauf que non, ça représente un challenge bien plus important que ce qu'on peut imaginer. Et c'est motivé par plein de raisons. Et peut-être je vais prendre deux cas concrets pour partager en fait le sens qu'il y a véritablement derrière. Puisque derrière, en fait, il y a une réinvention de l'exercice du pouvoir. On ne supprime pas le pouvoir ou on ne supprime pas les managers ou ce genre de choses. Non, c'est juste la façon d'exercer le pouvoir est fondamentalement différente. Et un premier exemple que j'ai en tête, c'est naturellement Favi, qui fait partie du mouvement des entreprises libérées, voilà, qui a été dirigé jusqu'en 2009 par Jean-François Zobrist, qui a lui-même du coup écrit le livre autour de l'entreprise libérée, ce qui est assez formidable. Mais du coup, on peut voir aussi des limites dans ce mode d'organisation, dans le sens où ce n'est pas réplicable. Je connais des personnes dans des grands groupes, leur patron leur a dit je vous libère, allez-y. Et donc, du coup, libérez votre management également. Ils sont allés voir Favi, mais si vous ne faites pas de boîte de vitesse, bah, ça va être compliqué de pouvoir transposer les travaux que Favi a pu faire. Et en plus de ça, en tout cas de ce que j'ai pu entendre concernant l'état de Favi, si vous y allez aujourd'hui, le management n'est plus du tout le même. Ce qui fait que tous les beaux travaux qui avaient pu être mis en place par Jean-François Zobrist sont malheureusement plus si actifs. Un autre exemple, où là du coup je connais très bien le contexte, c'est un directeur dans une grande entreprise qui a pendant 6 ans fait un travail acharné pour libérer les énergies et permettre à ses collaborateurs d'être davantage autonomes et responsables. Voilà, les deux qui vont ensemble. Et franchement, c'est un type brillant et il a fait un travail vraiment formidable. Cependant, il était tellement brillant qu'un jour, bah, le groupe lui a demandé écoute, on a besoin de toi au Royaume-Uni, donc ils l'ont bougé au Royaume-Uni. Voilà. Sauf que son successeur, en à peine 3 mois, il a complètement démantelé, supprimé ce qu'il avait mis 6 ans à construire. Alors forcément, d'un point de vue juste financier, même en termes de bande passante, d'énergie qui a été mise par tout le monde au sein du département, c'est sûr que c'est pas du tout rentable. Et c'est un gros tort pour l'organisation. Et en fait, un moyen de court-circuiter justement ce problème, c'est de justement passer par une constitution. Sachant qu'en plus de ça, dans les deux cas que je viens de partager, et il y en a plein d'autres qui existent, une des grosses limites, c'est que la transformation, ou en tout cas les évolutions managériales, dépendent du rythme du dirigeant. Sauf qu'on sait trop souvent que le dirigeant, c'est généralement un goulot d'étranglement. C'est pas personnel contre lui, mais naturellement, il ne peut pas être partout à la fois. Donc il y a besoin de pouvoir démultiplier et de sortir de cette tradition orale.
Parce que même s'il y a une entreprise libérée, il continue, en tout cas très souvent, il continue d'y avoir une tradition orale qui est assez forte. Et comme on le sait, c'est l'implicite qui est la principale cause des souffrances au sein des organisations et même de manière générale dans la société humaine. Bon, on va rendre les choses explicites à travers justement une constitution. Vraiment, du coup, le shift important dans cette réinvention de l'exercice du pouvoir, c'est passer de l'implicite à l'explicite. Toutefois, sans rentrer non plus dans d'autres angles morts qu'une explicitation trop forte pourrait avoir. Et donc ça va être justement l'objet de notre prochain café dirigeant dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Voilà. Alors, tu me tends une perche, une belle perche, Louis. Concrètement, une constitution, d'accord, qu'est-ce qu'on y met? Si on explicite, qu'est-ce qu'on met dans une constitution? Du coup, j'ai envie de faire un petit peu mon normand en te disant un peu ce que tu veux. Peut-être ben que oui, peut-être ben que non. Mais la vraie réponse en fait qu'il y a derrière, c'est que ça va dépendre selon les enjeux de l'entreprise. Parce que toutes les entreprises n'ont pas forcément les mêmes enjeux. Et pour donner un cas concret, peut-être, on a pu accompagner par exemple la société Elmi qui est basée sur Lyon pour rédiger sa propre constitution sur mesure. Et donc eux, ça répondait à des enjeux spécifiques où vous avez besoin du coup d'organiser leur structure davantage autour de l'humain et permettre à tout humain au sein de cette structure du coup de se responsabiliser et de prendre des initiatives s'il le souhaitait. Ce qui fait qu'on a pu travailler pour une constitution qui donne en place des outils, des mécanismes, des nudges pour que justement un collaborateur lambda, s'il souhaite, s'il voit une opportunité, qu'il puisse la saisir et qu'il n'ait pas besoin de passer par 36 000 verrous avec des validations dans tous les sens, etc. Et donc ça, c'est fort de leur culture. Un autre exemple, c'est un client qu'on a lancé récemment en Suisse. Eux, leur enjeu, c'était d'être aussi professionnel à l'extérieur qu'à l'intérieur. Bon, fort de ça, du coup, on a pu mettre et paramétrer les bons outils de management qui font en sorte que du coup, ce méta-management est appliqué par tout le monde à travers l'organisation. C'est pas juste une équipe qui fonctionne comme ça et c'est isolé. Donc c'est toute l'organisation qui fonctionne comme ça. Où du coup, ils sont tous alignés business et centrés du coup sur la création de valeur avec un niveau de professionnalisme qui est égal à celui qu'ils pouvaient avoir à l'externe. Il n'y a pas de raison pour laquelle on devrait être moins professionnel en entreprise qu'on l'est vis-à-vis de nos clients. Donc on a pu travailler là-dessus. Un autre également qui est assez abouti, c'est la constitution holacratique, qui est comment dirais-je, qui est la plus vieille, la plus ancienne en termes de constitution qui a pu être rédigée et qui naturellement va très loin. Mais du coup après en termes de bénéfices concrets qu'il peut y avoir, qui je suppose sera une de tes autres questions, naturellement c'est en lien avec l'outil, mais ça peut être des choses très simples comme sortir de la réunionnite. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'avoir des réunions qui sont tout simplement efficaces et qui permettent de traiter par exemple plus d'une dizaine de points en 60 minutes. Ou une autre chose que souvent les dirigeants ont, c'est qu'ils reçoivent plein de mails. Bon, on va mettre en place peut-être l'outil de rôle, où ok, chers collaborateurs, vous me mettez en copie de cet email, mais qu'est-ce que vous attendez de moi? Avec lesquelles de mes casquettes est-ce que vous voulez interagir? Est-ce que c'est juste pour information ou vous avez vraiment un demande derrière? Et en fait, trop souvent, les personnes ont l'habitude, par exemple, de mettre en copie leur patron dans un email, juste parce que c'est le patron, et puis comme ça, au cas où, si jamais il y a un problème, je pourrais toujours dire au patron, ah oui, t'as pas rebondi dessus, donc c'est un petit peu de ta faute. Et donc, du coup, on met en place justement ce genre d'outils, tel que l'outil de rôle, pour sortir et supprimer ce genre de comportement. On a un commentaire d'Alexandre qui dit, pour moi, la Constitution, ce sont les limites et les règles du terrain. Quand elles sont connues et partagées, tout le monde est libre de jouer ou pas. Et on peut donner son maximum. Oui, tout à fait. Et puis après, ça dépend aussi du scope, en tout cas du périmètre qui est donné à cette constitution, puisque, comme je l'ai précisé, le but d'un management constitutionnel, c'est qu'on puisse créer la constitution sur mesure qui colle aux valeurs et à la culture de l'organisation. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'après, à partir de là, on fait une première version et puis, naturellement, cette version-là, elle évolue. Et il y a une sorte de fil d'Ariane qu'on peut définir. Donc il y a une intention, avant de lancer cette constitution, il y a une intention qui est établie avec le dirigeant. C'est ce qu'on appelle, nous, la raison d'être tripale du changement, qui est essentielle pour éviter de faire un projet de transformation, pour faire de la transformation, pour se faire plaisir intellectuellement. Ça, on n'en a rien à faire. Il y a vraiment besoin d'avoir des enjeux, des difficultés, du coup, et la constitution, c'est un moyen de les adresser. C'est le comment. On parle avec la tête. Et du coup, en fonction de ça, on va commencer par le premier enjeu qui est le plus sensible pour l'organisation, d'un point de vue managérial.
Et puis on lance un premier sprint par exemple de 6 mois, et puis à la fin de ces 6 mois, bon, bah, on va faire le point, et puis on s'est rendu compte de plein de choses, et donc du coup on va ajuster cette constitution et on va la faire évoluer. Ce qui fait qu'on crée une constitution de manière incrémentale et sur mesure, qu'on pilote avec le dirigeant, ses managers et ses collaborateurs. Du coup, ça répond à la question du bénéfice pour les collaborateurs, pour le dirigeant. Il y a une question de Laurence qui dit, au niveau des collaborateurs, quel accompagnement est nécessaire pour s'assurer de la transformation, pour s'assurer de l'appropriation? Alors là, c'est un immense sujet, parce qu'effectivement, il y a l'aspect managérial en tant que tel, le fait de définir un méta-management, le méta-management de l'organisation, parce qu'après, naturellement, son application va être personnalisée d'une équipe à une autre, puisqu'après, chaque équipe a sa propre culture. Mais effectivement, l'accompagnement en fait, des collaborateurs en tant que tel, ça nécessite, avant de rentrer dans le contenu, ça nécessite du travail en amont. Et ça, trop souvent, c'est quelque chose qui est oublié. Mais nous, lorsqu'on travaille avec des clients, on a naturellement des prérequis. Alors, il y a plusieurs prérequis avec les dirigeants, avec les managers. Et puis, avec les collaborateurs, nous, c'est un travail de constatation qui est nécessaire. Pour faire très court, avec un sondage anonyme où on leur pose quelques questions. Et puis, si on n'a pas des pourcentages qui sont satisfaisants, alors à ce moment-là, on sait qu'il y a des choses à travailler en amont avant de pouvoir se lancer dans un tel projet, notamment avec les collaborateurs. Car comme vous le savez, la caravane avance au rythme du plus lent. Donc c'est tout à fait un prérequis. Après, une fois que, imaginons, on a les prérequis, tout est ouvert, et puis du coup on a lancé justement cette constitution, alors à ce moment-là se pose la question effectivement de comment changer ou mettre en place plus concrètement cette constitution. Ça va dépendre, les enjeux ne vont pas forcément être les mêmes selon les outils qui ont été choisis pour cette première version. Mais de manière générale, ce qu'il va y avoir, c'est qu'on se base sur un logiciel pour, par exemple, si on a mis en place l'outil des rôles, pour pouvoir expliciter tous les rôles de l'organisation. Et donc, il va y avoir une question de comment est-ce qu'on accompagne cette habitude. Comment est-ce que, également, on accompagne les collaborateurs pour que, dès que j'ai une question, tiens, je me pose la question de j'ai envie de faire tel projet, etc., que je prenne le réflexe, un truc tout bête, mais d'aller voir le logiciel et puis voir qui est autorité directement. Et donc on crée des habitudes, on crée également des mécaniques et également des nudges pour faire en sorte que les personnes progressivement en fait puissent adopter ces nouveaux comportements qui leur permettent du coup d'être beaucoup plus efficaces. Et en plus de ça, ça passe par un suivi très régulier, à minima toutes les semaines, avec le manager, puisque ça passe également par un changement de posture, un changement, on change la façon dont le manager en fait va exercer son pouvoir. Et c'est important qu'il continue de ne rien filtrer, dans le sens où toutes les problématiques, difficultés ou autres qu'il ressent, elles sont toutes légitimes, et donc on doit toutes les traiter. Cependant, la façon dont il va pouvoir les gérer dans le cadre de sa posture avec les collaborateurs, on travaille dessus avec lui pour changer, et ce qui fait que, selon la façon dont il va en fait manager ses collaborateurs, bah, naturellement, ces collaborateurs, ça va avoir des impacts sur eux, c'est le fameux effet papillon. Et donc du coup, progressivement, ça va changer leur comportement à eux. Est-ce qu'il y a des cas où passer à un pouvoir constitutionnel n'est pas une bonne idée, ou de manière générale, s'il y a des inconvénients, lesquels sont-ils? Des inconvénients du coup à passer à un pouvoir constitutionnel? Oui, d'abandonner un pouvoir patriarcal féodal pour un pouvoir constitutionnel explicité. Je ne vois pas forcément, en tout cas d'expérience, on a accompagné 150 entreprises à date, il n'y a pas d'effet négatif en fait à passer à une constitution. Si c'est une constitution qui est sur mesure. Après, si jamais vous prenez une constitution qui est naturellement toute faite, comme déjà la constitution de la classique, bon bah ça je suis en mesure de vous dire effectivement tous les tenants, les aboutissants et les angles morts qu'il va y avoir, puisque du coup c'est une constitution générique qui est assez utilisée par pas mal de nos clients. Mais en fait, si on fait une constitution sur mesure, on retire ce genre de limitation ou en tout cas de difficulté qu'il peut y avoir, puisque c'est une constitution qui vous est propre, tout simplement dans votre contexte professionnel. Donc il n'y a pas ce genre de choses. Par contre, une chose qui peut se produire et qui est dangereuse, et donc c'est pour ça qu'on l'a verrouillé dans les fameux prérequis que je vous ai partagés, c'est que c'est une certaine vision de l'entreprise que le dirigeant doit avoir et doit continuer de porter.
Et en plus de ça, il doit être clair sur ses motivations. Et en fait, derrière, quand je regarde à droite et à gauche, je vois trop souvent des organisations maintenant qui changent pour changer, pour attirer davantage des talents, d'un point de vue RH, donc pour le recrutement, ou alors juste d'un point de vue marketing, parce que ça fait bien dans le domaine d'industrie dans lequel ils sont. Et donc un prérequis, c'est, cher dirigeant, si jamais tu as une entreprise qui est patriarcale, voilà, donc à la papa, avec un management assez strict, et puis un petit peu même familial, et qu'il n'y a aucune problématique, fondamentalement, ne vous embêtez pas en fait à changer quoi que ce soit. Si ça fonctionne bien, on ne veut absolument pas changer quelque chose qui fonctionne bien. Ça serait contre-productif. Non seulement pour la boîte, mais également pour les collaborateurs qui perdraient leur point de repère, peut-être pour rien. Donc, il y a cette vraiment notion et cette difficulté en amont qui est la raison d'être tripale du changement. J'y reviens véritablement, mais elle est essentielle pour le dirigeant parce que si jamais vous n'en avez pas, j'ai déjà vu des projets de transformation où ils se sont lancés, puis ils se sont complètement foirés parce que, justement, désolé pour le terme, mais parce que justement ils n'avaient pas cette raison d'être tripale qui crée en fait ce fil d'Ariane sur pourquoi est-ce qu'ils veulent changer, donc ça ne tient pas dans la durée. Donc ils se font plaisir pendant 6 mois, voilà, ils ont dépensé un saladier peut-être en formation pour se former, puis après ils font par eux-mêmes. Et puis forcément, ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, ça leur apporte des choses à droite et à gauche, mais du coup, ça ne tient pas. Il n'y a rien de sérieux. Et c'est dommage parce que c'est une perte d'énergie fondamentalement pour tout le monde. Donc il y a cette notion-là. Et puis il y a l'autre notion également que pour le dirigeant, du coup, de tenir cette verticalité dans la durée. Donc il y a ce fil d'Ariane qui est émis à partir de la raison d'être tripale du changement. Mais il y a également un enjeu pour le patron. Et donc là, c'est également là toute la valeur ajoutée qu'on a, qui puisse manager, comme pour du coup ses managers, manager en utilisant ces nouveaux outils à son avantage. Et en plus de ça, en tenant cette énergie, cette nouvelle posture, on pourrait même presque parler de leader libérateur, dans le cas des entreprises libérées par exemple, qu'il tienne cette nouvelle identité dans la durée. Ce qui n'est pas quelque chose de forcément simple si jamais il ne s'assume pas en tant que dirigeant en fait. Mais bon, là après du coup ça ouvre un autre sujet qui est la question des principes sources, et peut-être que ça sera l'occasion d'un autre café dirigeant. Alors, on a deux questions qui se complètent assez bien. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, soit sur YouTube, soit sur LinkedIn, pour pouvoir alimenter cette discussion. Première question de Bruno qui dit, d'un point de vue légal en France, quelle est la validité d'une constitution d'entreprise? Par exemple, si les porteurs du capital décident un jour de jeter à la poubelle une constitution d'entreprise, qu'est-ce qui les en empêche? Mhm. Alors du coup là ça pose la question effectivement du niveau d'ancrage de cette constitution. Donc techniquement, un actionnaire pourrait très bien essayer de faire de l'ingérence sur les opérations de l'entreprise. J'ai déjà vu ça pas mal de fois. Donc effectivement, parmi tous les prérequis dont on a déjà parlé, il y a un autre prérequis. Donc ça fait pas mal de prérequis, mais en même temps, si on ne travaille pas sur ces prérequis, on sait que ça ne va pas fonctionner, ou alors en tout cas qu'il va y avoir de sérieux dysfonctionnements par la suite. D'où l'importance du coup de tout ce travail en amont. Et donc du coup, parmi ces prérequis, il y a le fait effectivement de se poser la question de où est-ce qu'on ancre la Constitution. Est-ce que c'est au niveau de l'actionnariat et même dans les statuts de l'entreprise qu'on l'ancre? Est-ce que c'est au niveau de la direction générale? Est-ce que c'est au niveau d'un directoire, d'un board? Ou est-ce que c'est juste au niveau peut-être plus opérationnel, donc avec tout simplement un directeur, une direction? Donc il y a ce questionnement-là en fait à avoir en amont. Mais c'est sûr que techniquement, imaginons une entreprise, et là comment dirais-je, le dirigeant a ratifié une constitution, sa constitution sur mesure, et qu'il décide, et que comment dirais-je, l'actionnaire par exemple a vendu sa boîte, et qui était différent par exemple du dirigeant, le nouveau actionnaire pourrait très bien effectivement essayer de faire de l'ingérence. Mais justement, ce qui est intéressant, c'est que parce qu'il y a cette règle du jeu, il ne peut pas dératifier pour le directeur, enfin en tout cas le DG par exemple, cette constitution. Ce qui est intéressant, c'est que s'il veut vraiment la dératifier, parce que généralement la relation dirigeant-actionnaire, c'est que l'actionnaire, tant que ça crache, généralement il ne regarde pas trop la façon dont fonctionne le management. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, avec une constitution, on peut gérer cette relation DG-actionnaire. On a eu pas mal de fois le cas où naturellement il y a des tensions qui sont inhérentes à ces deux postures qui ont des intérêts qui ne sont pas forcément alignés. Et du coup, il y a des façons de le gérer.
Mais donc, du coup, effectivement, de manière ultime, bon, ben, l'actionnaire pourrait très bien effectivement avoir acheté cette boîte-là et puis virer entièrement cet ancien DG, pardon, et recruter un nouveau directeur à sa place. Et du coup, qui lui prononce le fait qu'il dératifie la Constitution. C'est pour ça que du coup, avec certains clients, on monte encore d'un cran et donc c'est directement dans les statuts de l'entreprise. Et donc, ça serait une assemblée générale qui devrait alors décider vraiment de dératifier cette Constitution, par exemple. On a une, Donc, de manière on- ultime, c'est toujours possible. Mais du coup, c'est beaucoup plus compliqué parce que justement, il y a cette constitution-là qui existe et qui ancre du coup les choses. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a plusieurs années, il y avait une boîte qui avait justement fusionné avec une autre boîte, enfin qui avait été rachetée puis du coup intégrée. Et en fait, bah, les équipes qui fonctionnaient avec cette constitution, bon, bah, d'un point de vue légal, étaient entièrement rattachées au management de la nouvelle structure, qui pour le coup, elle ne fonctionnait pas du tout avec une constitution. Et ils ont quand même conservé dans leurs équipes en fait ce mode de fonctionnement avec cette constitution. Voilà. Ça rejoint beaucoup la question de Peter qui dit comment intégrer un nouveau dirigeant, par exemple un directeur général, qui n'est pas formé ou sensibilisé, par exemple à l'holacratie, dans une entreprise qui fonctionnerait déjà en holacratie. Est-ce qu'il y a un risque? Est-ce qu'il y a un temps pour qu'il se familiarise qui est long? Enfin, comment ça se passe? C'est très amusant parce qu'on a eu le cas une fois effectivement où du coup il y avait un actionnaire qui a nommé un nouveau directeur mais qui comment dirais-je, ils n'avaient pas spécialement sensibilisé. Le... Ce qu'il faut savoir c'est que d'un point de vue historique, c'était la direction générale effectivement qui avait décidé de ratifier ça. Ils avaient fait le choix de ne pas informer l'actionnariat à l'époque, ou ni même de concerter avec l'actionnaire, ce qui à mon sens est une très mauvaise pratique à ne surtout pas faire. Et donc du coup, bah, effectivement, quand l'actionnaire a décidé de changer de direction générale, bon, bah, ils ont recruté le nouveau directeur général comme ils le souhaitaient. Et donc ils n'ont pas pris en considération le management. Parce que généralement, en fait, dans les entreprises, ben, on considère que c'est le manager, bon, donc du coup, c'est un manager plus, hein, dans ce cas-ci, qui est du coup le directeur général. C'est le management, ça le regarde lui, puis il fait ce qu'il veut. Ce qui est contre-productif, et je vais partager un autre cas concret qui s'est produit. Et donc du coup, dans ce cas-ci, bah, c'est sûr il a tout cassé. Et puis du coup, il a eu du pushback naturellement des équipes. Donc il y a eu une sorte de confrontation. Puis au final, du coup, il y a eu une sorte de compromis qui s'est fait, qui franchement n'était pas du tout satisfaisant, je pense, pour les collaborateurs et qui faisait quelque chose d'hybride et qui était pas, comment dirais-je, qui ne rentabilisait pas les investissements qu'ils avaient fait par le passé. Donc effectivement, c'est toujours quelque chose de challengeant. Et c'est pour ça que, par exemple, Danone, lorsqu'on les a accompagnés, bon, bah, un des enjeux, c'est effectivement d'ancrer, si vous voulez, au niveau supérieur, en disant, bon, bah, la RH, par exemple, du groupe, si vous souhaitez avoir un nouveau directeur là pour ce département-là, bon, il faut qu'il soit d'accord pour adopter et continuer ce type de management. Et ce qui fait que, ben, depuis plusieurs années, ça continue, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et puis du coup, un cas que je voulais partager qui montre véritablement les limites en fait de ce management oral, de cette tradition orale qui fait loi, hein, d'un point de vue managérial au sein des organisations, c'est que justement, je connais une entreprise, plusieurs milliers de personnes. En juillet, l'actionnariat avait décidé d'avoir un nouveau directeur général qui arriverait du coup au 1er janvier. De juillet au 1er janvier, tous les projets ont été stoppés, ou en tout cas été suspendus. Parce que du coup, on ne savait pas, ça va être quoi la nouvelle vision du directeur général, ça va être quoi qu'il va vouloir faire, comment est-ce qu'on va s'organiser d'un point de vue managérial, pareil pour les départements, etc. Et ce qui fait que une entreprise de plusieurs milliers de personnes, du coup, s'est mis en arrêt complet en attendant du coup le Messie, le nouveau directeur général qui va prêcher la bonne parole, etc. Ce qui fondamentalement devrait être un non-événement d'un point de vue opérationnel. Parce que là, techniquement, ça veut dire qu'ils ont perdu des millions. Juste en mettant sur pause peut-être des projets qui étaient stratégiques, etc. Alors, imaginons qu'on soit convaincu et qu'on veuille aller de l'avant sur ce pouvoir constitutionnel. Comment on crée sa constitution? Quelles sont les étapes? Alors, les étapes, moi, ce que je recommande, c'est de faire ça de manière incrémentale. Mais en fait, avant même de s'attarder sur une constitution, comme je l'ai partagé, il y a plusieurs prérequis. Pour moi, il y a deux grands prérequis qui sont du coup ce que j'appelle la vision et puis la concertation. Donc la vision, c'est un travail avant tout avec le dirigeant, la personne source de l'organisation, et également ses managers qui peuvent aider, qui regroupent
tous les prérequis que j'ai pu partager avant. Et puis la constatation, du coup, la constatation des managers et des collaborateurs, qui rejoint également un élément que j'ai pu évoquer tout à l'heure. Bon, je ne rentre pas dans les détails parce que là, sinon, il nous faudrait au moins 2 heures de plus. Mais c'est important, du coup, de bien travailler sur tous ces prérequis-là en amont. Parce que malheureusement, si vous ne le faites pas, effectivement, comme j'ai pu le partager déjà, il y aura de majeurs dysfonctionnements. Il y aura d'énormes dysfonctionnements, pardon, dans la suite du projet. Et donc c'est pour ça aussi que, enfin nous maintenant, je sais que je ne peux pas engager un projet avec un client si j'ai pas travaillé là-dessus, puisqu'on s'est pris tellement de claques. En fait, tout ce que je vous partage là, ce sont des choses qu'on a appris de manière empirique. Donc c'est pour ça qu'on a cette expertise-là. Et donc du coup, c'est pour ça que c'est essentiel, à mon sens, de se faire accompagner sur cette thématique-là, puisque la probabilité pour que, dans le management, moins on en sait, plus on croit qu'on sait. Et en fait, j'ai le cas de plusieurs clients où du coup, oui, on va juste de faire de la formation avec toi, Louis, et puis du coup, c'est bon, on pourra le mettre en place. Et puis 3 à 4 mois plus tard, ah ouais, effectivement, il y a plein de subtilités ou de choses dont on n'était pas au courant, ou on ne savait même pas que ça existait. Et c'est pour ça que ça demande vraiment de l'énergie. Et il faut se mettre dedans pour faire cette transformation. Donc bon, ça c'était pour les prérequis. Mais pour la rédaction d'une constitution en tant que telle, en fait, ça va dépendre comment dirais-je, de la raison d'être tripale du changement, parce que du coup, on va vouloir adresser directement cette raison d'être tripale du changement. On va vouloir également intégrer tous les risques qui ont pu être générés et explicités par les managers et les collaborateurs durant l'espace de concertation. Et puis ensuite, c'est une rédaction que je fais en fait directement avec le dirigeant. Donc moi, en fonction de ça, je peux déjà lui proposer un premier jet que j'écris, et puis il y a des allers-retours entre lui et moi où on discute, etc. Et puis parfois, on va également demander le feedback de manager. Et puis à la suite de ça, du coup, on fait une présentation, une fois qu'il y a une première version qui a pu être rédigée, une présentation à tout le monde, et puis ratification, et puis c'est parti. Et puis du coup, ça évolue tous les 6 mois. Excellent. On se dirige du coup vers la fin de ces 30 minutes de café dirigeant. Merci Louis pour ces échanges et ces éclairages. Merci à tous pour votre participation, vos questions. Sachez que nous organisons régulièrement de nouveaux cafés dirigeants, le prochain notamment dans 2 semaines traitera d'un sujet qui nous enthousiasme beaucoup, holacratie ou bureaucratie. On explorera ça ensemble, Louis. Je te propose de conclure ce rendez-vous avec quelques mots. Oui, bah du coup, ça me fait énormément plaisir en fait d'avoir pu échanger avec vous de cette thématique-là. C'est quelque chose qui me passionne, tout cet aspect constitutionnel et qui pour moi est vraiment un énorme shift d'un point de vue de gestion des organisations, dans la façon dont on perçoit vraiment les organisations, parce que là on vient s'attaquer vraiment au code source du management, donc on vient vraiment remettre en question la façon dont Fayol et Taylor ont pu expliciter le management, notamment à travers Taylor, son livre de 1911, The Scientific Principles of Management, tout en gardant également tous les aspects positifs d'une pyramide hiérarchique, parce que si on l'a utilisé jusqu'à présent, c'est qu'il y a forcément des aspects positifs à ça. Et trop souvent, je vois des personnes qui oublient en fait ces aspects positifs et du coup qui se concentrent juste sur l'horizontalisation de l'entreprise ou la gouvernance partagée, etc. Sauf qu'il y a plein d'effets bénéfiques à avoir une pyramide hiérarchique. Il y a naturellement plein d'angles morts et plein de difficultés, ce qui pousse justement à faire ce changement. Mais du coup, lorsqu'on rédige une constitution, ne surtout pas les oublier, parce que sinon ça serait faire une grosse régression pour l'organisation. Et du coup, merci beaucoup Gaël pour cette animation.